Bonjour, alors moi je me suis intéressée au phare par l'intermédiaire des gardiens de phare, puisqu'on m'a confié une mission, le parc naturel marin d'Iroise m'avait confié cette enquête historique et ethnographique sur la vie et le travail des gardiens de phare de la mer d'Iroise. Et c'est ainsi que j'ai pu collecter la mémoire orale de 16 gardiens de phare, dont Louis Causan ici présent. Et c'est en m'intéressant au sujet et en étudiant le sujet des phares que j'ai découvert ce grand chapitre d'histoire maritime française, puisque dans les phares, il y a à la fois de l'histoire maritime avec cette formidable épopée sur la construction des phares au XIXe siècle. Il y a aussi de la science avec les travaux sur la lumière d'Augustin Fresnel, et puis de la technique avec la mise au point d'optique, et puis de cette lentille à échelon mise au point par Augustin Fresnel et son associé Soleil. D'ailleurs, il y en a une ici. Un bel exemple là, qui permet d'illustrer assez facilement ce qu'a inventé Augustin Fresnel. Là, on a la lentille centrale d'une optique d'horizon, en l'occurrence, mais qu'importe. On a la lentille centrale et puis c'est ce principe de mettre une lentille devant une source lumineuse plutôt que d'avoir seulement un réflecteur derrière. Augustin Fresnel s'était dit, c'est formidable, mais il faut qu'on agrandisse les diamètres, quoi. Il faut qu'on monte en diamètre, et quand on monte en diamètre, comment une lentille comme ça, on augmente l'épaisseur. Et rapidement, on ne peut plus le faire, personne ne peut le construire, on ne peut pas les installer, on ne peut pas encore moins les faire tourner, etc. Et donc c'est qu'il a eu l'idée de découper ça en échelons comme ça. Et c'est ça la révolution en fait de la lentille de Fresnel, c'est vraiment les échelons. En fait, on se rend compte qu'on est dans les années 90 par l'intermédiaire des gardiens de phare qui ont lancé des alertes via leur mouvement de grève pour alerter l'opinion publique sur la disparition de leur métier et sur aussi la maintenance de ces bâtiments. Des associations se sont regroupées, mais aussi des communes, des communautés de communes qui ont essayé de faire en sorte de protéger, de sauvegarder ces édifices. On est passé en fait d'une politique de signalisation maritime unique à une politique aussi de patrimonialisation. Et ça a été un peu ce qui a permis de sauver en France tous ces phares. On se rend compte aussi qu'on a maintenant une cinquantaine de phares qui sont ouverts au public. C'est un phénomène assez unique en Europe. On est passé de l'excellence scientifique, on va dire, à l'exception culturelle française, où on est très attaché à un héritage collectif et au fait de l'ouvrir à un large public. Ce n'est pas forcément les marins qui se sont mobilisés, mais les gens de terre, du littoral, on ne peut pas imaginer de voir un littoral sans son phare. Ils sont bien inscrits dans un paysage touristique et cet engouement a été assez important dans les années 2000. L'ouverture des phares a commencé dans les années 80, même si ça se faisait de manière inofficielle, on va dire. Et dans les années 2000, il y a eu cette poussée, cette montée, grâce aussi aux travaux des historiens qui ont fait paraître des livres très importants qui sont un peu les bibles la Bible des phares, comme le livre de Jean-Christophe Fichou, Louis Le Hénaff et puis Xavier Mével et Vincent Guignot aussi, toutes les parutions qu'ils ont pu faire, tous ces ouvrages qui ont été très prolifiques. Et tout le travail que Vincent Guignot a réalisé quand il était chargé de mission de patrimoine des phares, le classement de ce qu'on a classé aujourd'hui presque tous les phares d'Iroise, par exemple, il n'y a pas seulement, on doit quand même grandement beaucoup à Vincent. Bien sûr, ouais. Et le mouvement de réseau, de constitution d'un réseau des gestionnaires des phares, ce qu'on appelle maintenant les nouveaux gestionnaires des phares. Voilà, oui, parce que la délégation des phares, il y en a un peu partout. L'État a délégué à des communes, à des associations, voire à une entreprise privée comme à l'île de Ré, ça marche très bien. En fait, ils ont créé des emplois et l'entreprise vit de la visite du phare et de la vente de souvenirs. Mais c'est une façon de conserver vraiment magnifiquement un bâtiment industriel, parce qu'au départ, ce n'était que ça. Et qui est devenu ensuite un lieu de vie aussi, où des générations de gardiens ont créé
comment cet univers particulier quoi, de la vie des gardiens de phare. Donc ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'il y a pas loin d'1 million de visiteurs chaque année, bien sûr hors Covid, qui visitent les phares. Donc il y a un fort potentiel patrimonial. Et bien évidemment, s'il y a plus de gardiens de phare et donc un métier à la mer qui disparaît, il y a aussi tout un potentiel de personnes qui peuvent travailler à la gestion du patrimoine et dans le tourisme. Là, c'est un domaine qui excelle dans ce milieu-là. Il y a aussi des bouées qu'on peut remarquer au musée de la pêche. Oui, celle-là c'est une marque, les bouées se reconnaissent par leur couleur, enfin, le balisage flottant ou fixe, hein, les tourelles, balises et bouées sont, on en voit partout, il y en a et on doit avoir quelque chose comme 5000 sur les côtes de France, donc c'est énorme. Et ça c'est une des plus rares, c'est une bouée Haussenne. Alors ça peut être qu'une bouée parce qu'elle indique un endroit où il y a de l'eau partout, donc on ne peut pas y mettre une tourelle, il n'y a pas de roche, donc ni une balise, on ne peut pas la planter dans la vase puisqu'il y a de l'eau partout, donc c'est forcément une bouée. Et il y en avait comme ça 4 ou 5 célèbres, hein, le bateau-feu du Havre, hein, c'était un bateau-feu blanc et rouge, c'était une marque d'Haussenne. La bouée sur roi du rail Ouessant qu'on avait installée après la Moco, quand le rail a été installé, c'était une blanche, la bouée phare c'était une blanche et rouge aussi. Et il y en a une à Bourguenay, en Vendée aujourd'hui, et puis celle-ci, il pourrait que ce soit une qui vienne de Brignot, mais elle a été enlevée. Mais à Brignot, il y avait une bouée sonore, qui était une bouée d'Haussenne, qui était la seule que j'ai côtoyée quand je naviguais moi, à la Plaisance. Et puis celle du Havre aussi, bien sûr, mais c'était un bateau-feu à l'époque quand j'étais là-bas. Donc voilà, marque rouge et blanc, c'est une marque d'Haussenne assez rare, mais c'est une marque internationale.